On est de retour dans Dupont le matin. On est mardi, le 24 mars. Maître Vincent Montmigny est avocat de la défense. Il est présent en studio avec nous autres. On, évidemment, regarde de l'autre côté de la lentille. Souvent, on a la lentille tournée vers le monde juridique, mais du côté de ce qui se passe au palais de justice. Et souvent, ça aussi, il y a toujours... Ça prend deux personnes pour danser, puis il y a des victimes, puis il y a des criminels. Est-ce qu'on leur rend toujours la vie trop facile à ces criminels-là, et c'est ce qui explique qu'ils récidivent? Eh bien, on en parle avec Maître Vincent Montmigny. C'est pas le sujet du jour, mais c'est un questionnement qui me passait par la tête vite comme ça. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, vous-même. Oui. Tout le monde va bien? Je te dis tu me vois. En fait, je visais les trois personnes dans le studio, vous-même les trois. T'es aussi même, moi, tu sais, non, Stéphane, je te tutoie, Stéphane, c'est correct. Mais est-ce que, tu sais, on parlait de sentence, on comprenait pas. Est-ce qu'on leur rend des fois la vie trop facile, justement? Ben, la détention préventive, là, c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est que ça, c'est de la détention pendant que tu es présumé innocent. OK? Donc, on parlait du policier tout à l'heure, les risques de récidive, etc. Il y a 3 critères pour être mis en liberté. Il faut pas que on pense que tu vas te pousser, que tu vas t'en aller, que tu as les ressources pour quelqu'un qui est très, très, très riche. On a vu un restaurateur récemment là, qui a dû mettre un gros montant de caution, là, 40 000 $ pour pouvoir quitter le Québec et aller en Floride parce que ce gars-là a le pouvoir d'achat de se pousser. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a une probabilité marquée qu'il va récidiver. Bon, le policier, qui ça fait 2 fois qu'il est là-dedans, on peut penser qu'il y a une possibilité marquée qu'il va récidiver. Puis la troisième étape, c'est est-ce que ça va déconsidérer l'administration de la justice, qui est un très beau mot pour dire est-ce que les gens qui écoutent JE vont capoter. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va perdre confiance à la justice? Exactement. Qu'est-ce que la masse va penser d'une remise en liberté, par exemple, d'un gars qui aurait violé 15 filles, ou tu parlais tantôt du gars qui a pogné 20 ans, grosse sentence. Ouais. Mais cette personne-là avait aucune chance au monde d'être remis en liberté. Son passé est garant de son futur. C'est sûr qu'il va récidiver. Fait qu'un juge ne le remettra pas en liberté parce que la peur d'un juge de remettre quelqu'un en liberté, c'est qu'il commette une autre infraction. Et c'est arrivé. Moi, je connais une juge, personnellement, elle a remis en liberté un homme qui avait dit qu'elle allait tuer sa femme. Ben, Christy, le jour même, il a été libéré. Le lendemain, il a exécuté son plan. Cette juge-là, en quelque part, elle, dans sa tête professionnelle, elle se sentait responsable. Elle l'est pas du tout. Là. C'est pas elle qui a... Non, parce que dans la majorité des cas, ils sont libérés. La remise en liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Donc, normalement, tu es toujours remis en liberté si tu n'as pas d'antécédents, si tu n'as pas un gros dossier, etc. Mais il y a des cas où est-ce que tu te questionnes, tu dis, même en tant qu'avocat de défense, des fois, tu te dis, Christy, vas-tu y aller finir la job pour de vrai? Puis c'est ça que les juges ont peur, de remettre quelqu'un en liberté qui va faire un crime qui était annoncé ou annonçable aussi. Là. Mais si on fait un portrait global de ça, là, mettons, outre pour meurtre, les accusés dans différentes causes qui en seraient à leur première offense sont quasiment toujours remis en liberté. Tu as absolument raison. Outre le meurtre, que là, ça renverse la présomption que là, tu dois prouver que tu dois être remis en liberté. Toutes les autres infractions du code criminel, sauf quand il y a un renversement de fardeau, quand tu as des dossiers pendants, puis que là, tu as des nouveaux dossiers, normalement, la remise en liberté, c'est la norme. Et c'est pas si c'est pratique, c'est pas si c'est intéressant de le garder détenu. Il faut que ça soit nécessaire. Donc, le critère, c'est sûr, si tu me le demandes, ou si tu demandes à la population, est-ce qu'on devrait garder détenus les gens accusés d'infractions graves? Ça serait souhaitable. Je veux dire, on clairerait bien des problèmes de récidive. Mais c'est pas ça actuellement dans le système de justice. Mais c'est pas ça. Le critère, c'est est-ce que c'est nécessaire? Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que la récidive est un vrai problème? Dans le sens suivant, est-ce que les pourcentages, parce qu'il me semble d'avoir lu que c'était pas tant élevé que ça, tu sais, outre dans le monde très criminalisé, là, les gens autour, généralement, vont comprendre le message, ou, je sais pas, quel est le pourcentage de gens qui récidivent? Je sais pas, hein? Avant le procès, c'est ça, t'amènes bien le sujet. La plupart du monde qui ont goûté à la détention, que ce soit la détention préventive ou peu importe, ne veulent pas y retourner. On pourra en parler, les conditions de détention sont difficiles. Il y a des problèmes de staff, beaucoup. Et de plus en plus, il y a de la violence dans des établissements provinciaux, donc des prisons, pas des pénitenciers. Ce qu'on voyait seulement dans un pénitencier. Faut que tu comprennes, quelqu'un qui a été sentencé à une peine de
à vie, par exemple, au pénitencier, excusez-moi le langage, mais il s'en crisse, ce qu'il fait, lui. Lui, il est là pour toujours. Alors, tu sais... Lui, tu vas l'écœurer pour une cigarette, puis il va... Croise-le pas, genre. Ouais, c'est ça. Parce que lui, c'est chez lui, là, en ce moment. T'es dans sa maison, sa grosse maison avec des barreaux. Aux établissements provinciaux, c'est tous des gens qui ils ont eu 2 ans moins un jour ou qui sont en attente de décision quant à leur culpabilité ou non. Et c'est là que ça accroche un peu plus. Le temps qui est passé sous garde préventivement compte maintenant à temps et demi. Il y a un crédit majoré. Chaque journée que tu fais vaut 1 journée et demie. Avant, ça valait 2 jours. Ils ont changé la loi parce que souvent, les avocats, on les tirait la sauce beaucoup. Et finalement, au lieu de faire son 4 ans, il faisait juste 2 ans. Il était condamné, puis il restait juste un peu de temps. Il restait rien à faire. Ça arrivait énormément. Ça revient. Ça, non pas dans le code criminel, mais il y a plusieurs avocats qui l'ont plaidé parce que les conditions de détention sont de plus en plus difficiles. Puis c'est pas parce que les gardiens sont pas fins. Moi, j'en côtoie à tous les jours des gardiens qui me disent on n'a pas les ressources qu'il faut. Fait que c'est pour ça qu'on fait des lockdowns, c'est pour ça qu'on fait des ségrégations. Et là, récemment, la semaine dernière, la prison de Québec a annoncé que les détenus seraient en cellule à 9 heures. C'est de bonne heure, 9 heures. Pour un homme mature. Je suis pas d'accord avec toi. T'es en prison, tu vas te coucher à l'heure qu'on te dit. Puis 9 h, tu te lèveras le matin. Je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, si t'es dans un monde criminel, j'ai l'impression qu'ils vivent de nuit, eux autres. On va les ramener sur un chiffre de jour. Ils vont trouver que c'est pas mal moins... En même temps, tu viens chaud moins vite d'une garderie que d'un bar. C'est pas pire, ça, comme façon de penser. Moi, te le donner pour de vrai. T'es remis sur un chiffre de jour. Ouais. Mais 9 heures... Ben, c'est pas la tête sur l'oreiller puis tu dors, là. T'es dans ta cellule. T'es dans ta cellule. Tu tournes les pouces. Ben, c'est ça. Mais puis c'est c'est normal qu'il y ait un aspect punitif de la prison, là. Ça serait pas normal si tu pouvais te coucher à l'heure que tu veux, que tu fais te faire livrer ton lunch à l'heure que tu veux le matin, etc. Mais en préventif, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu sors. Quand t'es détenu et non prévenu, quand t'es en prévention, t'es prévenu. Si t'es détenu, tu sais quand est-ce que tu sors. Fait que là, tu calcules tes dodos, puis là, t'es comme on voit dans les films, là, ils font des petites traces, puis chut, comme ça. Mais en préventif, tu ne sais pas quand est-ce que ton procès va avoir lieu, tu sais pas si tu vas être condamné, tu sais pas si tu vas avoir une peine qui va excéder ce que tu as déjà fait. Donc, c'est surtout les prévenus qui causent des problèmes en ce moment à l'établissement de détention de Québec, parce que, et là, il y a beaucoup de gens importants qui sont en prison. Là. Et là, on va avoir M. Turmel qui va revenir bientôt. Ça avait été beaucoup plus calme récemment en prison par rapport à ces 2 gangs-là. Je pense que son retour va changer la dynamique également. Il est vu comme étant le chef de la gang qui compétitionne l'ordre établi depuis toujours. Donc, c'est possible que mec arrive en détention, ça soit plus... tough. Ça soit plus tough ou que ça soit plus... Ça brasse plus un peu, là. OK. Je suis détenu à la prison de Québec, par exemple, pour une sentence de 2 ans moins un jour. Ça veut dire que si c'est ma première offense, je vais faire combien de temps? 2 tiers de la peine? Le 2 tiers de la peine, c'est le maximum que tu peux faire, sauf si tu es maintenu en incarcération. Donc, et le moins, c'est combien? 6e tiers. On serait surpris que les gens... Ils sortent donc bien vite. La population serait très surpris. Des fois, j'ai fait un appel d'un dossier. J'allais en appel de quelqu'un qui avait pogné 4 ans. Puis pendant que je travaillais son appel, pour aller à la cour d'appel, il m'a appelé, il dit « Laisse faire ça, je suis rendu en maison de transition, je suis déjà sorti. » Fait que ça a même pas pris 1 an. OK. Fait que, dépendamment de ton profil, si tu as des antécédents ou non, puis là, il t'évalue, etc. Mais... le 2 tiers, c'est le maximum normal que tu vas faire. Puis il faut qu'il y ait des raisons que tu fasses ton 2 tiers. Donc, tu es membre d'une organisation criminelle, tu as fait du trouble en dedans, etc. Sinon, tu es éligible très, très, très rapidement. Le tiers, 6e, demi, etc. Tu peux être éligible à une libération conditionnelle, donc qui va s'adapter. Est-ce qu'on doit avoir confiance à ce système-là? Le système de libération conditionnelle, c'est de tous les systèmes là, de caution ou de sentence, c'est le meilleur parce qu'ils ont des ressources. En ce moment, au Québec, on tente de faire un système de surveillance des cautions, c'est-à-dire aller vérifier s'ils sont bien chez eux le soir, etc. Ça se fait super bien dans le cadre des sentences, exemple dans la collectivité. Et moi, j'ai des clients qui le disent. Les policiers viennent chez nous à 1h du matin, ding-dong, ouvre la porte, t'es là, c'est beau, bye mon chum. OK. Et ça, il y a du budget pour ça. Pour la caution, parce que c'est très important, parce que quelqu'un qui vient juste de se faire arrêter et remis en liberté,
ça se peut là, qu'il y ait des petites choses à régler là, dehors, là, dans son organisation, etc. Donc, il y a souvent là, des possibilités de crimes qui vont se faire. Je vais prendre un exemple facile. Un vendeur de drogue. Bon, on le sait, les vendeurs de drogue ont des listes de freins, de créances, etc. S'il est arrêté, son argent est dans la rue, il est remis en liberté, il y a peut-être une chance qu'il aille vouloir la collecter. Donc là, en ce moment, au Québec, on n'a pas ce pouvoir-là de faire des supervisions de caution. Ça s'en vient. Et aux États-Unis, c'est très, très fort, ça, parce que ton bail, ta caution, aux États-Unis, coûte une fortune. Donc, tu déposes pas ton argent toi-même. Là. On voit souvent ça dans les reportages. 1 million de dollars de caution. Bon, il y a personne qui a 1 million de dollars de caution dans la vie, je te le dis. Moi, quand on dépasse 5 000 de caution, là, on touche au REER du monde. Là. Alors, c'est des gens qui prêtent, c'est des bail bond agency. Tu leur donnes 10 % du montant et eux, ils vont payer la différence de ta caution, mais eux, ils vont te surveiller parce qu'ils veulent avoir leur argent, eux autres. Là. Fait que eux autres, ils vont te suivre, ils vont aller vérifier si t'es à ton domicile à telle heure, etc. Puis si jamais tu manques une date de cours, ils te courent après. Ah ouais? OK. Ils te courent après. OK. Ici, mettons que tu manques une date de cours sous caution, tu tombes mandat, puis il n'y a pas personne genre, qui s'en va chez vous le jour même. Je veux dire, parce que c'est pas la même dynamique, puis ça va être les policiers. Si tu te fais intercepter, tu vas te faire arrêter. Mais le gars qui t'a prêté 900 000 $ pour ta caution, lui, il cherche. Oui, mais ici, les cautions sont beaucoup plus basses. L'argent vient de où? Comment ça se gère ici? C'est souvent les parents, puis c'est pas des gros montants. Versus les États-Unis, où est-ce que c'est des cautions épouvantables. T'sais, souvent, ils disent « bail fixed at $1 million ». J'ai jamais vu ça, ici, ma vie. Non. Ici, c'est combien? Là? Quelqu'un qui est peut-être premier, deuxième dossier, des stupéfiants? À 10 000, là, c'est une grosse caution. Okay. Parce que ça envoie un double message. Si t'as full d'argent pour déposer pour ta caution, là, il y a une raison pourquoi tu as full d'argent. Tu travailles pas. Ben, tu travailles pas vraiment. Ouais. Tu es accusé de stupéfiant. Tu proposes 25 000 de caution. Ça se peut que le juge dise c'est un petit peu du recyclage des produits de la criminalité, prendre ta caution. Est-ce que l'argent, on doit la verser ou on doit... Qu'est-ce qu'on entend souvent? On doit s'engager pour un montant de 10 000? Tu as deux façons. C'est ça. Tu as deux façons. Si ton accusé, là, que tu as décidé de, mettons, je parle d'une caution, là, mettons, ta mère est venue témoigner pour toi, elle dit, je vais le prendre chez nous, moi, puis tout. Bon, s'il brise ses conditions puis qu'elle fait rien, elle est redevable d'un montant à verser. 10 000 $ à verser. Parce que, qui sera jamais redonné. Qui sera jamais redonné. C'est comme la pénalité. Sinon, tu as des cautions régulières qui déposent un montant X, mais même pour les grands bandits, c'est rare que ça dépasse 10 000 $ parce que ça donne un peu l'impression que tu achètes la justice. Ça voudrait dire qu'il y a une justice à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens de faire des gros dépôts sortent. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire des gros dépôts sortent pas. Alors que la remise en liberté, comme je disais tantôt, c'est la règle. Fait que au Québec, c'est jamais gênant. Je pense au gros procès de Epstein et autres de crimes sexuels, leur caution, c'était des millions et des millions. On n'a jamais ça, nous autres ici. Ça frôle même jamais ça. Dans le cas d'un meurtre, ils vont demander, plus l'infraction est grave, évidemment, plus ils vont demander des attaches. Ce que la justice aime beaucoup, c'est des attaches sur des maisons des parents. Bon, mais tes parents vont venir à la cour. Là, ils vont mettre... mais les parents, ils n'ont peut-être même pas de contrôle sur le jeune bandit. Ils n'en ont pas. Puis ils vont perdre leur maison parce que... Ils ont le choix de le faire ou pas, exact. Ils ont le choix. Ils ne sont pas obligés de le faire. Sauf que la plupart des parents, comme n'importe quel parent, veulent aider tes enfants. Tu sais, je veux dire, moi, mes enfants, ils font une niaiserie. Je veux dire, s'ils courent tout le tour de la piscine, j'ai dit non, puis qu'ils tombent dans l'eau, on va quand même aller chercher. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que ça se négocie, ça? Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas de ressources, puis qui veulent sortir. Il y en a beaucoup. Puis surprenamment, là, les gens pensent que le crime, c'est très payant, mais il y a une expression qui dit que le crime ne paye pas. Si tu calcules une carrière criminelle avec ce que ça t'a coûté en termes de détention, de perte de liberté, d'avocat, de ci, de ça, c'est pas payant. N'importe qui. Ils n'ont pas des gros fonds de pension. N'importe quel vrai criminel va te le dire que c'est pas payant. Parce que, oui, quand tu te fais pas arrêter, c'est payant. Mais la minute que tu te fais arrêter, que tu perds ta liberté, puis c'est des années, là, c'est un trou là, dans ta vie de 5 ans là, que t'as pas, puis chaque année vaut un certain montant. Fait que si tu calcules tout ça, c'est un choix de vie qui est fait, mais c'est pas vrai. Ce qu'on entend, il y en a, là, on en voit des gens là, qui ont des grosses voitures, etc., mais c'est temporaire. C'est jamais pour toujours. Il y en a pas qui font... C'est un peu comme les impôts. Tu peux
Pas payer ta juste part d'impôt pendant une couple d'années, mais tu vas te faire rattraper à un moment donné. Non, si tu vas donner du gaz gratis dans un poste à gaz, ça va être du gaz, des armoires. Ça va être correct. On va pas là. Vincent, l'argent de la caution, ça va où? Ça va à qui? Ça fait quoi? On s'en sert comment? Ce qui est vraiment particulier de l'argent de la caution, c'est que, exemple, moi, j'ai travaillé dans l'opération Sharks puis dans l'opération Colisée où est-ce qu'ils avaient arrêté les têtes dirigeantes de la mafia. Les cautions étaient entre 15 et 20 000 Pardon. Au bout du processus juridique, il t'envoie un chèque. On va prendre une shot d'eau, là, mais... Au bout du processus juridique, il t'envoie un chèque. OK. Pour te le rembourser, dans le fond. T'as payé en argent cash. 25 000 c'est une des rares places qui te demande pas d'où vient ton argent. Quand tu vas à la banque, tu déposes plus que 10 000 ça lève un flag à l'impôt. Ouais. Paix de justice, il n'est pas trop regardant là-dessus. Donc, il y a du monde qui sont venus porter des fortunes et 4 à 6 semaines après les procédures, ils reçoivent un beau chèque du gouvernement du Québec qui te rembourse la somme que tu as déversée. Fait qu'il y a du blanchiment d'argent quelque part là-dedans. Les gens qui déposent 25 000 cash... Mais pourquoi le gouvernement du Québec rembourse parce que... Quand la cause est finie, si le gars n'a pas brisé ses conditions, puis que la caution a roulé, puis tout va bien... Puis la cour n'a pas demandé, il vient d'où le 25 000? Jamais. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile à comprendre. Moi, j'ai beaucoup de chums qui font du noir, là, fait que tu leur suggères de blanchir leur argent. C'est une joke. C'est une joke. Mais allez payer des cautions des gars que vous connaissez pas. Mais pour de vrai, moi, mais le risque doit être élevé, pareil. J'en ai eu du monde qui avait donné des cautions épouvantables de 15-20 000 puis après ça, ils disent « Hey, j'ai reçu un chèque du ministère de la Justice. » Un beau chèque en bleu du ministère de la Justice. C'est spécial. Tu sais, comme toute business, entre guillemets, la justice, il y a des torts. Genre, il y a des... Ça n'est un fail, si tu veux, de la justice, que tu reçoives puis que personne pose de questions. Pourquoi que l'argent en vient? Des fois, c'est des 10 000. Puis là, ils disent qui va le déposer. Ça, monsieur le juge, on va s'organiser avec ça, nous autres. Là, okay. Mais ça arrive-tu qu'il y a des cautions qui restent à l'État? Je veux dire que les bris de conditions ou le récidive fasse, puis on fait quoi avec cet argent-là? Bon, ben c'est remis au procureur général, qui est le représentant du gouvernement, si tu veux, qui n'est pas le DPCP. Le PG, comme on appelle le procureur général, représente le gouvernement du Québec. Ils vont confisquer à l'acquis du procureur général, puis eux vont faire... Puis ils s'en confisquent de l'argent. L'argent puis des biens, j'imagine? En grande quantité. Là, je veux dire, quand quelqu'un se fait arrêter puis il y a 100 000 chez eux, puis il y a de la drogue puis tout, là, moi je le dis tout le temps, ton cash, oublie ça. Tu le reverras jamais. Jamais. Ils saisissent l'argent. Ils saisissent l'argent. Mais ça prend une condamnation pour garder, non? Même pas nécessairement. Tu veux dire lors d'une perquisition, par exemple? Lors d'une perquisition, oui. Ils vont saisir un paquet d'argent. La plupart des gens qui ont un gros volume de vente, ont un gros volume d'argent également. Bon, mais là, ils vont saisir tout l'argent. Là, à la fin du dossier, tu vas pouvoir te débattre pour essayer de revoir ton argent. Mais tu fait saisir 100 000 puis tu travailles pas, on vient au gars qui travaille pas. Là. Comment tu le justifies? Puis là, tu as le ministère du Revenu qui peut rentrer dans l'histoire aussi. Moi, j'ai fait des gros dossiers où est-ce que, quand il était question de gros volume de vente, il y avait un agent du ministère du Revenu dans la salle. Puis une couple de semaines après, le gars recevait un avis de cotisation. Ça, c'est spécial. Un avis de cotisation sur ne pas avoir payé de taxes sur la drogue que tu as vendue. OK. Donc, la Cour avait démontré qu'il avait vendu pour tant de milliers de dollars de drogue. Ouais. Donc, ça, il y avait des taxes et impôts à payer là-dessus. Le Revenu a levé la main et dit, tu as fait 250 000 de vente, tu aurais dû payer tant de TPS TVQ. C'est un peu absurde parce qu'on sait qu'il n'y a pas de TPS TVQ sur la drogue. Il n'y a aucun vendeur qui te vend un gramme à 117,15. Là. Je veux dire, c'est des chiffres ronds. La SQDC, par là. Oui, mais dans les drogues dures. On s'entend, c'est tout le temps des chiffres ronds. Ouais. C'est des 100 sur une taxe de TPS TVQ, on va avoir vendu de la cocaïne. Moi j'ai toujours trouvé ça drôle puis j'ai toujours voulu le contester, mais normalement, quand les gars sont rendus dans cette situation-là, ils veulent pas contester, ils veulent régler, mais ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas charger de la taxe sur un produit illégal. C'est un revenu. Et là, c'est pas à eux qui décident. Oui, mais c'est comme... c'est peut-être c'est la même chose sur la prostitution. Tu sais, je veux dire, c'est un revenu illégal, mais c'est un revenu quand même. Absolument. Fait que eux, ils l'imposent et ils taxent quand même. Mais quelqu'un qui déciderait de leur faire un chèque, dans le fond, puis tu reconnais que tu as vendu de la drogue en faisant un chèque au ministère du Revenu pour tant d'argent, que, mettons que tu dis, je vais me battre à la cour pour ma condamnation, puis au revenu en vase clos pour ma cotisation, mettons. Mais si leur fait un chèque, ça se peut bien qu'ils t'en reparlent de pourquoi tu as payé l'autre bord là, quand tu fais ta défense, etc. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça particulier. C'est taxer un bien illégal. C'est un peu comme si tu fais du trafic humain.
puis que tu étais taxé là-dessus, c'est dégueu. T'as pas le droit de le faire, mais si tu le fais, on va avoir notre part. On veut votre bien et on l'aura. C'est vraiment l'expression « on veut votre bien et on l'aura ». La tension est très élevée au centre de détention de Québec actuellement. Puis ils se donnent plus que des claques à la gueule. Là, ça brasse quand même pas mal. Est-ce que ça vient toujours accentuer la sentence que va purger le criminel, qui va se battre avec un autre, qui va brasser? Ça s'appelle les rapports disciplinaires. Là, récemment, il est arrivé des événements vraiment plates à l'EDQ. Moi, c'est une place que je vais fréquemment, puis c'est pas de la faute des gardiens. Les gardiens sont understaffed, il n'y a pas les effectifs nécessaires. Puis de plus en plus, les gangs, ce qu'on n'avait pas vu au Québec ou au Canada, aux États-Unis, tu penses à des prisons californiennes, là, c'est les gangs qui roulent les prisons. Là. Tu parles de Pelican Bay, tu parles des prisons vraiment où est-ce que les gangs décident de ce qui se passe dans la prison, là, pratiquement. Là, ça commence à arriver ici. Puis on n'est peut-être pas nécessairement outillé pour gérer ça. Là, en ce moment, il y a 2 classements, BMF ou motard. Mais il n'y a pas d'autres classements, alors que dans les prisons américaines, chaque gang, si tu veux, a sa wing à eux pour éviter les conflits. Bon, oui, tu peux clairement augmenter ta sentence de ton crime substantif que tu as fait dehors si tu as plusieurs rapports disciplinaires puis si tu te bats avec du monde. Une des pires affaires, c'est d'agresser un constable, un gardien de prison. Tu vas aggraver ta sentence? Ah, tu vas pogner une autre charge. Okay. Parce que c'est eux l'autorité en prison. Puis si t'es pas capable de respecter ça, alors que tu as déjà été mis à l'écart et que tu as déjà des restrictions, on revient à ce qu'on disait tantôt. Clairement, tu es un danger puis tu as un risque de récidive immense. Mais se pogner à la gorge avec un autre détenu ou fesser quelqu'un qui est un autre détenu dans la prison, est-ce que ça a les mêmes impacts que, par exemple, si tu t'attaques à un gardien de prison? C'est bien pire un gardien de prison parce que là, si tu t'attaques à l'autorité directement, le problème avec ce que tu soulèves, c'est rare, c'est pas bien vu parler en prison. Ouais. Donc, c'est rare que quelqu'un qui va s'être battu avec un détenu va venir aller voir le gardien. Monsieur. Il m'a frappé. Il m'a frappé, on t'a dit. Là, ça fait pas beaucoup. Que ça se soit vu. Écoute, tu te fais pas d'amis non plus à faire ça. Mais tu sais, ceux qui pognent des sentences, là, mettons, je pense à Légaré, là, qui a pogné plusieurs années là, pour alcool au volant, qui a tué 4 personnes. Là. Ben, je pense que c'est toi qui l'as. Tu sais, lui, là, je veux dire, c'est un alcoolique qui conduisait, mais lui, il est pas dans son monde à travers ces gangs-là. Là. Tu vois, d'ailleurs, ça a passé dans le journal récemment. Il va avoir des visites avec sa famille bientôt. Là. Il a demandé aux libérations conditionnelles de pouvoir aller voir sa famille et de faire certaines activités. Dans le fond, c'est qu'il prépare sa réinsertion, mais ça fait pas longtemps là, qu'il est parti, puis il est parti pour 18 ans, là, puis là, il est déjà en train, puis c'est ça que je parle, le système de libération conditionnelle, tu peux sortir rapidement. Là, on parle du tiers ou du 6e de ta peine si t'as pas d'affiliation. Je sais que la famille des victimes nous écoute, là, ils doivent être en sacrement d'apprendre ça. Là. La famille des victimes, je vais être honnête, moi, je les ai trouvés extraordinaires. Ils m'ont pris à part, ils m'ont remercié. Je pensais que quand ils m'ont pris à part, je me demandais ce qu'ils me voulaient. Parce que t'as rien dealé, là, 18 ans, c'est une sentence. On l'a plaidé. Ouais. On l'a plaidé, on voulait moins, nous autres. Je l'ai plaidé avec mon associé, Maître Bégin. On l'a plaidé, on voulait moins que ça. On l'a pas eu, mais tout le long de ce procès-là, moi, je fais tout le temps attention de dire, je suis pas en train de dire que ce gars-là mérite rien. Je suis en train de dire que ce gars-là, selon notre loi, puis selon la jurisprudence, ça vaut tant. Puis, la mère, en fait, la grand-mère survivante qui a perdu son mari et ses 2 petits-enfants, et sa fille aussi, elle m'a pris à part, je peux-tu te parler? Je dis oui. Elle a fait un hug. Okay. Elle a dit, t'as vraiment bien traité ça parce qu'au départ, j'avais dit, la salle était pleine de monde, toutes les familles étaient venues, puis ça, c'était du monde qui venait de l'extérieur, qui venait du Nouveau-Brunswick, de mémoire, en tout cas, parce qu'il y avait des anglophones là-dedans, puis la salle était pleine, j'avais dit, tu sais, moi, aujourd'hui, là, je fais comme un docteur. Je vais opérer un patient de façon objective, selon mes compétences, puis selon ce qui est de bonne à loi dans la loi. Alors, j'ai dit, je suis pas en train de dire qu'il a bien fait, je suis pas en train de dire rien. Puis c'était un cas qui était sympathique, pas sympathique. Sympathique parce que ce gars-là, il s'est pas levé le matin en voulant tuer 4 personnes. Je veux dire, tu sais, il l'a échappé. Okay? Ça arrive à beaucoup de monde de l'échapper, l'alcool aussi. Puis là, l'alcool, ça rend pas plus intelligent. Moi, je le dis souvent. L'alcool, ça rend peut-être... Il est échappé solide, là. Solide. Donc, il pogne 18 ans...
Mais là, ça veut dire, toi, qu'est-ce que tu as à faire dans ce dossier-là? Comme là, c'est parce que tu es au courant simplement, parce que s'il décide, par exemple, d'avoir des fins de semaine avec sa famille ou whatever, là, les permissions particulières qu'il peut avoir, même si on est tôt dans la sentence, toi, tu n'as rien à voir dans ça. Ben, moi, non, parce que je fais pas du droit carcéral, mais il y a des avocats qui ont une spécialité du droit carcéral, c'est-à-dire qu'eux autres, ils savent ils connaissent les commissaires aux libérations, parce que souvent, on dit... Fait qu'ils s'adressent pas au tribunal, ils s'adressent au... C'est ta part, ça. C'est une commission de libération conditionnelle qui vont s'occuper de ça. On dit, il y a un call en droit qui dit qu'un bon avocat connaît la loi, un très bon avocat connaît le juge. La même affaire s'applique aux libérations conditionnelles. Les gens qui font ça de leur vie connaissent les commissaires aux libérations conditionnelles, donc savent devant lequel leur client a plus de chances d'avoir sa libération conditionnelle ou non. Là, je veux clarifier quelque chose. Quand tu dis connaître, c'est que tu sais comment ils vont agir. Tu sais, moi, je me souviens d'un avocat me dit « Ah non, hey, là, ta cause va passer devant ce juge-là, faut pas que tu passes là parce que t'es mort. Ouais. » Fait qu'on va t'essayer de te changer de date ou de... Tu sais, c'est ça que ça veut dire connaître. Ça veut pas dire qu'il va te faire un passe-droit. Non, ça veut pas dire que tu le connais, que c'est ton chum, que tu vas en pêche avec. Ça veut dire que tu le connais, tu sais quel genre d'infraction... Comment il réagit. Il y a des juges, je veux dire, c'est des humains qui ont des enfants. Si j'ai un cas en tête, je dirais pas le nom, mais si c'est un juge que sa fille est en thérapie parce qu'elle est tombée dans la drogue, je te suggérerais pas d'aller faire un dossier de trafic devant ce juge-là. Ce juge-là, en ce moment, il est en mode vengeance, un peu, si tu veux. Pas qu'il va se venger. Mais il va être plus sensible à cette cause. Être jugé con. Ben, c'est ça. Puis aussi, des fois, tu vas te chercher un juge qui a un préjugé favorable à ta cause. Quelqu'un qui a, mettons, tu sais, les juges, on les connaît, on emmagasine l'information. T'as quelqu'un qui a un handicap quelconque, ben, tu vas peut-être trouver un juge que sa femme est handicapée. Ça fait longtemps qu'il s'en occupe. Fait qu'il est peut-être plus enclin à te donner un break pour... Plus de compassion un peu. Et ça, ce qui s'appelle du judge shopping, là, magasiner ton juge. Les courants n'aiment pas ça qu'on fasse ça, mais c'est notre devoir. Et la Cour suprême l'a dit, on doit trouver un forum le plus avantageux à notre client possible. Donc, quand tu connais les juges, si tu en as un que tu le sais qui est non, les drogues c'est non, ben trouve-toi une raison pour pas pouvoir ce jour-là. Mais est-ce que la poursuite a le même devoir? La poursuite n'a pas de... En fait, la poursuite ne recherche pas une condamnation, en théorie. Okay? En théorie, la poursuite n'a pas d'intérêt à une condamnation, elle recherche la vérité. Donc, c'est pas... Moi, mon but ultime, c'est toujours de sauver mon client. C'est ça ma job, je suis à défense, je le défends. À la couronne, le but est de rechercher la vérité. On se cachera pas, là, on se mettra pas les deux mains en face. Les procureurs, quand ils pensent qu'ils vont gagner, ils poussent. Puis il y a des super bons procureurs que c'est le fun d'aller à la cour contre eux autres parce que t'es comme « Wow! » Là, on se bat pour de vrai. Là, on a du fun. Parce qu'on a étudié toute notre vie pour faire ça. T'as magasiné des années d'expérience. À un moment donné, à la cour, t'es à l'aise. C'est une game, là. Ben oui, c'est une partie. C'est une partie, c'est un système adversaire. Fait que c'est sûr que moi, je veux gagner quand je joue. Mais lui, en théorie, il devrait pas vouloir gagner. Il devrait juste vouloir exposer la vérité. Mais lui aussi, il veut gagner. C'est ça. C'est évident qu'il veut gagner. Exact. Ça paraît dans les... Ça ne tente pas de perdre contre moi, par exemple. Ou genre, ça ne tente pas, tu sais. Il va dire, tabarnouche, c'est mon mini, là, c'est sûr. Je vais me préparer toute la fin de semaine. Puis lui, il m'aura pas, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est normal. Fait que t'as plus d'ennemis que d'amis? Non, moi, bizarrement, là, puis je me le fais reprocher par mes clients, je suis bien chum avec tout le monde, moi. Je le dis souvent à mes clients, surprends-toi pas si je sors la main de l'enquêteur dans ton dossier puis que je demande comment vont ses enfants puis tout. Moi, c'est ça ma business aussi, c'est de connaître tout le monde puis d'avoir des liens avec tout le monde. Qu'est-ce que ça fait comme lien, comme avantage? Tu as des meilleurs deals. Il y en a des avocats qui fuck la police, fuck les procureurs. Ça va nulle part avec ça. Là. Je veux dire, tu sais, quand tu arrives dans un dossier, puis moi, ça m'est arrivé souvent, que l'enquêteur, j'allais le voir, il dit « Ah, c'est mon mini, son avocat, OK, donne-y le break qu'on se parle l'autre jour, il va le trouver, anyway, on va sauver du temps. » Fait qu'entretenir ton réseau est hyper important. Mais ça vient avec les années d'expérience aussi. Ça vient avec l'attitude. T'es plus un jeune, là. Non, je suis plus jeune. Non, t'es plus jeune, ta chère. Merci. Là, Stéphane me trouve encore jeune. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Fort intéressant, encore une fois, de voir ça du côté criminel. Puis on ne perd pas de vue que ce sont des criminels. Souvent que autant les avocats en défense. Je me souviens, c'est souvent, Maître Larochelle, Jacques Larochelle, là, de qui on a beaucoup entendu parler à Québec, on le voit plus vraiment.
C'est. un peu fini, là. C'est la fin, là. C'est le chant du cygne, un peu. Ouais, mais tu sais, c'est quand même quelqu'un. Hey, moi, j'ai essayé d'inviter cette personne-là souvent en entrevue. Il n'est pas rentré à l'Université Laval, lui, puis il avait pas 15 ans, genre. C'est une personne excessivement intelligente, là. Ouais. C'est bien au-dessus de la moyenne. Moi, personnellement, je trouve qu'il a une attitude un peu hautaine. Là. Ouais, je sais, il n'y a pas d'amis. En tout cas, pas beaucoup. Il a moi. full d'enfants aussi, ce gars-là. Hein. Ah il a OK. plusieurs enfants. Puis de ce qu'on raconte, il n'y a pas de TV dans le salon. On parle. On jase, On jase. C'est On correct, s'assoit. ça. Bonne affaire. Mais c'est du mémérage. là. Ça doit être du gros mémérage, mais je trouve ça pas pire pareil de dire que la télévision... Parce que dans nos salons, qu'est-ce qui prône? Le foyer, la TV. Fait que c'est ça qu'on adore, genre, dans le fond. Lui, ce qu'il s'est dit, mais c'est un avocat qui Il a une renommée incroyable. Puis il a défendu des grands criminels. C'est un gars brillant, puis il fait pas juste du criminel, il fait du civil, il fait de l'administratif. C'est un des rares que, moi, souvent, le monde dit, tu fais-tu des divorces, etc.? Je dis non, moi, je fais juste une affaire, parce qu'à faire tout à moitié, t'es bon dans rien. Moi, j'aime ça, faire une affaire, puis être bon, puis savoir que je suis bon dans ça. Lui, c'est un des seuls qui peut te dire, ouais. Je suis bon dans tout. Je suis bon dans tout. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent Merci à Monnier. vous, c'est toujours un plaisir. Maître Vincent Monmigny qui m'a vous voyé encore une fois. Non, je sais Ah, non. que- On revient dans un instant, bougez pas.